Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment très contente de pouvoir présenter mes travaux ici. Surtout que quand j'étais étudiante, j'ai essayé de retrouver quand est-ce que c'était, mais j'étais venue au Forum des sciences cognitives et j'avais beaucoup aimé. J'avais appris plein de choses et justement, notamment, il y avait une conférence sur est-ce que les primates est-ce qu'il y a de la culture chez les primates? Et j'avais trouvé que le débat était vraiment super intéressant. Et donc c'était avant encore que je travaille en faisant des comparaisons entre les primates et les hommes. Et je crois que c'était en 2006. Donc voilà, je suis vraiment très contente de revenir cette fois-ci pour vous parler de moi-même, pour vous présenter mes travaux en sciences. Alors je vais mettre juste pour être sûr que je ne parle pas trop longtemps. Donc je vais vous parler des différents réseaux cérébraux qu'ont les primates, donc les humains et aussi un autre type de primates qui sont les macaques, pour l'analyse des scènes sociales complexes. Comme vous pouvez le voir, donc ici par exemple une scène visuelle complexe de plein de primates humains ici devant la tour Eiffel. Donc en fait, on passe la plupart de notre temps à observer les autres. C'est vraiment ce qu'on fait le plus. Donc on le fait bien sûr quand on est pendant notre au travail, quand on est pendant notre temps libre, même quand on lit des livres, quand on regarde des films, finalement on observe ce que font les autres gens. Et on n'est pas les seuls à faire ça. La plupart des primates vivent dans des grands groupes sociaux et ils passent aussi la plupart de leur temps à observer leurs congénères. Et là, je vais vous présenter les travaux sur deux types de primates, donc les humains à droite et aussi les singes rhésus. Donc lorsque l'on regarde ce type de scène sociale complexe, la première chose qu'on va faire, c'est détecter les visages. Donc les visages sont vraiment extrêmement saillants pour nous et on va les analyser avec des régions spécialisées de notre cerveau. Alors, je vous montre ces régions-là chez l'humain, ici, en bas, à droite. Donc c'est un cerveau qui est vu du dessous. Et on voit qu'il y a des régions de ce cerveau qui sont ici en jaune, qui sont vraiment spécifiques pour analyser les visages et qui ne sont pas utilisées pour analyser d'autres choses comme des voitures, des corps ou d'autres choses comme ça. Et il y a des régions homologues qui ont été découvertes chez les singes rhésus. Donc ces régions sont vraiment nécessaires pour l'analyse des visages et lorsqu'elles sont lésées, comme ici par exemple chez cette patiente PS qui a été percutée par un bus à Londres, elle a perdu juste une petite région de son cerveau qui correspondait à cette région ici qui s'appelle de la perception des visages. Et la seule chose qu'elle n'arrivait plus à faire, c'était de reconnaître les visages des gens qu'elle connaissait. Et par contre, donc, elle n'arrivait pas à reconnaître ses voisins, elle n'arrivait pas à reconnaître les enfants qu'elle gardait, parce qu'elle travaillait dans une crèche. Et donc c'était très difficile pour elle de fonctionner dans la vie de tous les jours. Elle utilisait d'autres stratégies pour reconnaître les autres. Par exemple, lorsqu'ils avaient des chiens, elle arrivait à reconnaître les chiens des gens, mais pas leur visage. Donc c'est vraiment des processus très particuliers pour reconnaître les visages. Alors ça s'appelle la prosopagnosie qui est acquise, mais il y a également de la prosopagnosie dans la population générale qu'on appelle congénitale. Et il y a des gens qui sont pas très bons pour reconnaître les visages. Et ici, c'est un exemple d'un neurologue extrêmement connu qui s'appelle Oliver Sacks, qui lui-même disait qu'il ne reconnaissait pas du tout les gens avec lesquels il parlait. Et il ne se reconnaissait pas lui-même dans un miroir. D'ailleurs, je vous recommande ces différents livres. Donc, le dernier, je crois que c'est Musicophilia, mais il en a écrit un également sur l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, qui sont vraiment tous excellents de vulgarisation neurologique. Donc, on est plus ou moins bon pour percevoir les visages. Donc là, je fais juste un petit aparté. Donc, effectivement, il y a les gens qui sont vraiment pas très bons, comme Oliver Sacks. Ah, je crois qu'il ne marche plus mon pointeur. Ah si, donc qui sont ici dans la courbe. Et à l'autre opposé de la courbe, il y a également une petite proportion de gens qui sont super bons pour reconnaître les visages. Et donc vous pouvez en fait savoir où est-ce que vous vous trouvez dans cette courbe. Donc la plupart d'entre nous, on est dans cette zone jaune. On est moyennement bon quand même spécialiste chez les humains pour reconnaître les visages, mais pas super fort comme les gens qui sont là. Pour savoir où est-ce que vous vous situez, vous pouvez faire vous-même ces différents tests, le Cambridge Face Memory Test ou celui-ci. C'est le test avant qu'il ne soit connu. Donc vous pouvez regarder ces différents visages et voir si vous reconnaissez certaines personnes. Alors j'ai pris des notes, parce que
Moi-même, je ne les reconnais pas tous, mais je ne sais pas si vous en reconnaissez certains. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, par exemple, ici, j'ai Malcolm X, Bill Clinton, Scarlett Johansson, John Wayne. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui les avaient reconnus. Madonna. Alors, attendez. Leonardo DiCaprio, Justin Timberlake. J'essaie d'en rajouter. Brad Pitt, Orlando Bloom, Taylor Swift et Kylian Mbappé. Alors, si vous les aviez tous, vous pouvez postuler à Scotland Yard ou un truc comme ça. Ils vont être très contents de vous avoir comme profilers. C'est des profils qui recherchent beaucoup, même si maintenant c'est un peu moins le cas avec l'avènement de Facebook et de la reconnaissance des visages en ligne, puisque les ordinateurs savent très bien reconnaître les visages. Mais alors, la reconnaissance des visages, c'est une des choses qu'on fait quand on observe des scènes sociales, mais on reconnaît aussi très bien les actions que font les autres, et on reconnaît aussi très bien les interactions sociales, et celles-ci sont très importantes puisqu'elles révèlent des propriétés cachées des agents qu'on ne peut pas uniquement voir grâce à leur visage, comme la dominance, les relations de dominance, les sentiments des uns par rapport aux autres ou leurs relations. Et les questions qu'on s'est posées, nous, c'est de savoir comment ces différents processus cognitifs sont représentés dans le cerveau, donc à la fois des humains et dans le cerveau beaucoup plus petit des singes rhésus. Donc c'est d'abord focalisé sur les singes rhésus, et pour répondre à cette question, on a utilisé des vidéos très naturalistes qu'on leur a montrées, donc des vidéos d'interaction sociale, des vidéos où les singes faisaient des actions mais qui n'étaient pas sociales, et des vidéos avec des agents qui ne faisaient rien. Et donc en IRM fonctionnel, il faut qu'on utilise à chaque fois des contrôles en fait, pour comprendre quelles sont les régions qui sont activées, parce que tout notre cerveau est quasiment tout le temps activé. Et ce qu'on regarde, c'est vraiment des différences d'activation pour savoir quelles sont les régions qui sont plus activées que d'autres. Donc on ne s'intéressait pas à toutes les choses, tous les processus de bas niveau qu'on peut avoir comme différence dans ces vidéos, comme les couleurs, les différences de mouvement, les différences de contraste, etc. Donc on a pris ces vidéos, on les a seulement brouillées et on les a présentées comme contraste. On n'était pas non plus intéressé par le fait qu'il y ait un paysage complexe en arrière-fond. Donc on a aussi présenté des vidéos de paysages comme contrôle. Et on a aussi présenté des vidéos avec des paysages et des objets qui vont bouger sur le premier plan, qui cette fois-ci ne sont pas des individus mais des objets. Encore une fois comme contraste, parce que ce qui nous intéressait, ce n'était pas le fait qu'il y ait quelque chose en arrière-plan et quelque chose en avant-plan. Donc ici, je vous présente ces vidéos et vous pouvez voir le point rouge ici. Justement, c'est les singes qui regardent leurs congénères. Vous pouvez voir qu'ils sont vraiment très intéressés par ce qui se passe. Ils vont suivre les visages, ils vont suivre les regards comment ils regardent leurs mains, etc. et les actions. Sur la deuxième colonne, vous voyez justement ces vidéos qui sont brouillées, qui suivent le même mouvement, la même couleur, etc. Et on a aussi fait des analyses, par exemple, du mouvement qu'il y a dans ces vidéos pour le soustraire de nos analyses statistiques. Donc avec ça, en fait, on a pu faire des contrastes entre ces différentes conditions et on a pu identifier quelles sont les régions qui sont utilisées pour analyser les agents, les actions, les interactions sociales et même les interactions physiques. Alors, pour les agents, on a vu que la plupart des régions qui étaient activées sont situées dans cette région du sulcus temporal supérieur et dans le cortex frontal. Et donc, vous vous rappelez, c'est exactement les régions que je vous ai montrées tout à l'heure pour la perception des visages et des corps. Donc, elles sont situées au même endroit. Et donc, c'est ces régions, justement, qu'on utilise pour identifier qui on est en train de regarder. Donc, on a vu que, justement, donc, des vidéos qui sont des vidéos naturalistes, comme celles qu'on présente, vont engager ces régions corticales pour l'analyse des visages et des corps. Ensuite, en faisant un autre contraste au niveau des actions, on a pu identifier quelles sont les régions qui sont utilisées pour regarder des actions, pour analyser les actions. Donc on voit à nouveau les activations dans ces régions des visages et des corps, mais on voit également d'autres régions qui sont activées ici dans le cortex pariétal et dans le cortex prémoteur. Et pour nous, ça, c'était assez intéressant. Donc c'est des régions qui ne sont pas des régions visuelles. Et c'est des régions qui ont été découvertes dans les années 90 par l'équipe italienne de Rizzolatti, qui ont découvert que dans ces régions-là, il y avait des neurones qu'on appelle des neurones miroirs. Et ça, c'était vraiment une énorme découverte qu'ils ont fait, qui a un peu changé notre façon de percevoir comment en fait, on comprend les actions des autres.
Donc en fait, dans leurs analyses, eux, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils utilisaient vraiment les actions motrices des animaux. Ils essayaient de comprendre les neurones qui nous servent à faire des actions motrices, comme attraper, par exemple, ici un grain ou une cacahuète. Et donc ils analysaient ce que font ces neurones moteurs dans ces régions. Et un jour, ils ont été vraiment très étonnés, puisque le singe ne faisait pas d'action motrice, ses mains étaient complètement stables. Et pourtant, son cortex moteur, ses neurones moteurs ont été activés. Et ils étaient activés non pas par une action motrice qu'ils faisaient eux-mêmes, mais par l'action motrice d'une personne en face d'eux qui faisait ce mouvement. Et donc, c'était vraiment extrêmement intéressant parce que ça montrait que la façon dont on comprend les actions des autres passe par le fait qu'on va mapper ou cartographier leurs actions sur notre propre système d'action motrice. Et donc, ils ont appelé ces neurones les neurones miroirs. Donc nous, on retrouve bien en fait ces régions-là qui sont activées aussi, et elles sont donc dans ces régions motrices, le cortex pariétal et le cortex prémoteur. Donc on voit que justement, lorsque les singes observent d'autres singes qui font différentes actions, ils vont activer aussi ces régions-là. Donc ensuite, on s'est intéressé aux interactions sociales. Donc je vous disais qu'on était très intéressé par ça et que c'était important. Et donc on voit que ça suractive donc ces régions que je vous ai montrées tout à l'heure pour l'analyse des corps et des voix. Ça suractive ces régions prémotrices et pariétales, mais on voit aussi toutes ces autres activations dans le cerveau. Donc dans ces régions que je vous présente ici, le pôle temporal, le cortex, enfin je ne vais pas vous dire forcément tous les noms, mais ça active beaucoup de régions en plus, et donc ça montre que les singes étaient vraiment intéressés et vraiment engagés en fait dans l'analyse de ce qui se passait sur scène et qu'ils faisaient appel à d'autres fonctions cognitives. Et surtout, ce qui nous intéressait, c'était une partie de ces régions que je vous montre ici en orange cette fois-ci. Elles avaient une façon d'être activées qui était assez particulière. Donc en fait, elles étaient activées uniquement lorsque les singes observaient des interactions sociales. Donc c'est ce que vous voyez ici, les barres en marron. Et elles n'étaient pas activées ou désactivées lorsque les singes observaient tous ces autres types de vidéos. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent en fait, dans le système visuel. Donc même dans ces régions pour les visages, donc il y a une activation qui est très forte pour les visages, mais il y a quand même une activation au-dessus de la baseline pour les voitures, pour les corps, etc., même si elle est quand même plus faible. Donc la baseline, souvent, c'est juste un écran noir avec juste un point blanc dessus. Et là, ce qu'on voit, c'est cette désactivation. Donc c'est très différent du système visuel. Et par contre, ça nous faisait penser à quelque chose qu'on connaît, un réseau qu'on connaît bien dans le cerveau humain, qu'on appelle le réseau du mode par défaut. Donc ce réseau du mode par défaut, qui est localisé dans des régions homologues chez l'homme, c'est un réseau qu'on utilise justement, non pas quand on fait des tâches cognitives complexes, mais au contraire quand notre cerveau se repose, quand on fait un peu quand on rêve un peu éveillé, et aussi quand on pense à ce que les autres pensent. Donc ça aussi, c'est un concept assez complexe qu'on appelle le concept de la théorie de l'esprit. Donc la théorie de l'esprit, c'est le fait de penser aux intentions des autres qui vont motiver leur comportement, mais aussi à leurs croyances ou à leurs connaissances. En fait, c'est le fait d'essayer de comprendre pourquoi quelqu'un fait quelque chose. Et il se trouve qu'en fait, les singes sont pas considérés comme étant, les singes rhésus du moins, n'étaient pas considérés comme étant très forts pour la théorie de l'esprit. Et certains chercheurs même proposaient que la théorie de l'esprit était quelque chose qui était uniquement humain et que seulement nous, les humains, nous avions cette capacité-là. Donc en fait, la façon dont ils le testaient, c'était par des tests de fausses croyances. Donc le test de fausse croyance qui était le plus utilisé, c'était celui par exemple, de poupées, Sally et Anne. Et l'une de ces poupées, donc je vais vous présenter le test maintenant et après on pourra voir une vidéo. Donc en fait, une de ces poupées va prendre un objet et va le cacher dans un endroit, puis elle va partir. Pendant qu'elle n'est pas là, la deuxième poupée va venir, elle va prendre cet objet et va le déplacer dans un autre endroit. Et ensuite, la première poupée va revenir. Et la question qui est posée, donc, vous allez voir dans les vidéos, c'est où est-ce que la première poupée va chercher l'objet qu'elle a caché au début. Et donc, il faut que les enfants, pour qu'ils répondent à ce test, il faut qu'ils comprennent que la poupée a une fausse croyance. C'est-à-dire que la poupée ne va pas savoir
que cette balle a été déplacée et elle va chercher à l'endroit où elle l'avait placée elle-même. Je ne sais pas si c'était très clair, mais je vais vous présenter la vidéo. Voilà, donc ça a été fait sur des enfants qui avaient 2 âges différents. Alors, je sais pas si... This is Anne and this is Sally. And this is Sally and Anne's basket and box. And one day, Sally and Anne were playing with a block in their house. And then Sally decided to put the block in the box. And then she decided to go outside and play where she couldn't see or hear anything, right? Yeah. Okay. Now, Anne, that tricky Anne, decided to take the block and put it in the basket. Now, since Sally is outside, did she see Anne move the block? No, she didn't, did she? No. So when Sally comes inside, where will she think the block is? She'll think it's in there. Why will she think it's in there? Because it's in there. Okay. Voilà, donc la petite fille n'arrivait pas à avoir une théorie de l'esprit. Jack, this is Anne, and this is Sally. And these are Sally's basket, Anne and Sally's basket and box. And guess what? One day, Anne and Sally were playing with a block in the house. And then Sally decided to put the block inside the box. And then Sally decided to go outside and play, where she couldn't see or hear anything that was happening inside. Bye, Sally. Well, that tricky Anne, guess what she did? She took it out of the box. She took the block and put it in the basket. Now, did Sally see Anne move the block? Because she was outside. That's right. Swinging. That's right. She didn't see. So when Sally comes back in, where will she think the block is? In there, but it's not. It's in there. So she'll think it's in the box. Yeah, Why do you think she'll think that? Because she put it there. Voilà, donc en fait, donc vous voyez, avec 10 mois d'écart, donc les petits n'arrivent pas encore à faire de théorie de l'esprit, et ensuite ils y arrivent. Mais c'est un test quand même qui est vraiment assez compliqué. Et en fait, c'est ce test-là qui a été utilisé pour tester si les singes avaient une théorie de l'esprit. Donc en fait, les premiers tests montraient donc effectivement donc les humains ont une théorie de l'esprit, ils ont des régions spécifiques pour ça. Les premiers tests montraient que chez les singes rhésus, donc ils n'étaient pas capables de passer ce type de test. Mais on trouve donc des régions homologues qui sont activées pour quelque chose qui est spécifiquement social, donc la perception des interactions sociales. Donc, nous, on proposait qu'ils ont peut-être un précurseur en fait peut-être pas de la théorie de l'esprit, mais que ces régions seraient, oui, peut-être des précurseurs de nos capacités humaines à la théorie de l'esprit. Et entre-temps, donc en fait, il a été montré que les grands singes, donc les chimpanzés, les bonobos et les orang-outans, sont capables de passer les tests de la théorie de l'esprit. Une équipe a challengé les premiers tests cognitifs avec les singes rhésus et a montré qu'ils sont capables de passer de regarder certains types de faire certaines tâches de théorie de l'esprit, même si elles étaient plus implicites. Et ensuite, pour finir l'histoire, donc on ne sait pas si les marmosets sont capables de passer les tests de la théorie de l'esprit, mais ils ont les mêmes régions que nous, on a observées chez les singes rhésus. Ils ont les mêmes régions qui sont activées chez les marmousets, lorsque les marmousets observent les interactions sociales entre marmousets. Donc nous, ce qu'on propose, et ce que les gens chez les marmousets le proposent aussi, c'est que justement la perception et l'analyse des interactions sociales pourraient être un précurseur de notre capacité à faire de la théorie de l'esprit.
Donc voilà, pour résumer, on a vu que lorsqu'on observe des scènes sociales complexes, on va analyser les agents, les actions et les interactions sociales et on va engager un nombre croissant de réseaux neuronaux pour l'analyse. Donc d'abord ces régions pour la perception des corps et des visages. Ensuite, on va également solliciter les régions des neurones miroirs. Et enfin, ces régions pour l'analyse des interactions sociales qui sont ce qu'on propose qui serait un réseau de proto-théorie de l'esprit. Donc on a voulu faire exactement cette fois-ci la même étude chez les humains en présentant les mêmes vidéos pour comparer en fait les stratégies neuronales entre les humains et les singes. Donc entre les singes rhésus et nous, en fait, il y a 25 millions d'années qui nous séparent d'eux. En fait, notre dernier ancêtre commun était il y a 25 millions d'années. Donc ça vaut le coup de voir si on a divergé ou pas dans nos processus cognitifs. Donc on leur a présenté aux humains exactement les mêmes vidéos d'objets, exactement les mêmes vidéos avec des singes. Et cette fois-ci, on leur a aussi présenté des vidéos avec nos congénères, des humains qui ne faisaient rien, des humains qui faisaient des actions et des humains qui avaient des interactions sociales. Et les interactions sociales, on les a choisies de sorte à ce qu'elles soient très similaires aux interactions sociales qu'on a présentées aux singes. Donc c'était des gens qui se battaient, comme ici, c'était de la lutte un peu, des gens qui faisaient des massages, des gens qui se tenaient par la main et qui marchaient ensemble. Donc c'était des interactions plutôt physiques et non verbales. Donc la première question qu'on s'est posée, lorsqu'on regarde des vidéos avec des agents qui font rien, est-ce qu'on va activer les régions pour l'analyse des corps et des visages? Donc la réponse était oui. Mais en fait, on a été assez intrigués parce qu'on a vu qu'on va déjà spontanément aussi engager les régions de la théorie de l'esprit, alors que ces personnes ne font rien. Donc ça veut pas dire qu'on fait forcément de la théorie de l'esprit, même quand on regarde quelqu'un qui est allongé sur un banc dans un parc, comme une des vidéos qu'on a montrées. Mais peut-être que notre système se prépare à en faire au cas où on en aurait besoin. Ensuite, on s'est posé la question pour les actions et les interactions sociales. Et on a vu qu'en plus de ces régions qu'on a vues tout à l'heure, on va aussi activer nos régions des systèmes des neurones miroirs. Et enfin, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a montré à la fois des vidéos avec des singes, qui ne sont pas nos congénères, et des vidéos avec des humains, qui sont nos congénères et avec lesquels on a une très grande expertise. C'est nous-mêmes qu'on regarde le plus. Et donc on a voulu un peu regarder, est-ce qu'il y a des différences lorsqu'on regarde des agents qui sont d'une autre espèce et des agents qui sont de notre espèce. Et on a vu effectivement qu'il y a plusieurs régions qui sont plus activées lorsqu'on regarde des agents qui sont de notre propre espèce, peut-être parce qu'on a plus d'expertise avec eux, par rapport aux agents qui sont d'une autre espèce. Mais pour aller un petit peu plus loin, on s'est dit on va regarder par type de scène qu'on a montré. Et en fait, on était assez étonnés parce qu'on a vu que les plus grandes différences, ce n'était pas lorsqu'on observe des agents qui font rien, ni lorsqu'on observe des agents qui ont des interactions sociales, mais lorsqu'on observe des agents qui font des actions. Donc ici, ce que vous voyez, c'est une augmentation d'activité lorsqu'on observe des humains qui vont manipuler des objets, qui vont avoir des actions avec des objets, par rapport à lorsqu'on observe des singes qui manipulent des objets. Et c'est aussi en fait ce qu'on retrouvait ensuite. On leur a présenté un questionnaire aux personnes qui participaient à l'étude. Et à la fin, il y avait une question libre. On leur demandait est-ce qu'il y avait quelque chose qui vous a particulièrement intéressé dans les vidéos. Et tout le monde nous disait oui, les gens qui agissent avec ces objets, on trouvait ça vraiment intéressant. Donc je ne sais pas si c'est dû au fait qu'on utilise par exemple des objets dans la vie de tous les jours comme outils par exemple, et qu'on apprend beaucoup des autres lorsque justement on les regarde utiliser des outils, mais on retrouvait justement cette plus forte activation dans le cerveau lorsqu'on observe d'autres humains qui utilisent des objets. Donc, pour conclure sur ces deux parties, donc, on a observé qu'il y avait des similarités entre les singes rhésus et les humains pour un certain nombre de choses. Donc, tout d'abord par le fait
que et les singes rhésus et les humains, on va engager les régions pour l'analyse des visages et des corps lorsqu'on observe différents types de scènes sociales. On va aussi engager les régions pour les neurones miroirs lorsqu'on observe des actions. Et à la fois les humains et aussi les singes, on va engager des régions soit de la théorie de l'esprit, soit ces régions qu'on a identifiées comme étant des régions pour une sorte de proto-théorie de l'esprit qui serait utilisée lorsque les singes observent des interactions sociales. Et on a aussi vu qu'il y avait des différences entre les singes rhésus et les humains. Donc, les humains, on voit que justement on a cette région de la théorie de l'esprit qui sont spontanément engagées, même lorsque les sujets ici observaient des agents qui ne faisaient rien ou qui faisaient des actions, et pas seulement lorsqu'ils faisaient des interactions sociales. Et l'autre chose, c'était justement, on a trouvé ces activations qui étaient spécifiquement fortes chez les humains, lorsqu'on observe d'autres humains qui manipulent des objets par rapport à lorsqu'on observe des singes qui manipulent des objets. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec toutes ces... quelle est la suite en fait de ces projets? Donc une chose qu'on est en train de faire en ce moment, c'est essayer de comprendre comment ces réseaux, on essaie d'explorer un peu plus loin comment ces réseaux en fait sont connectés les uns aux autres. Donc ici c'est le travail de Samantha et Cindy avec l'aide de Muntazir, Chibou et Arnaud, pardon. Et donc, en fait, ils ont pris toutes les régions d'intérêt, et chez les singes et chez les humains, et ils regardent à la fois comment elles sont connectées fonctionnellement les unes chez les autres. Et donc là, pour l'instant, ils l'ont fait chez les singes et ils vont faire la comparaison avec les humains pour voir s'il y a des différences de connexion fonctionnelle. Et l'autre chose qu'on analyse, c'est la connectivité anatomique. Donc cette fois-ci, c'est plus comment ces régions vont être coactivées, mais plutôt les fibres en fait qui vont relier, les fibres de matière blanche qui vont relier ces régions les unes aux autres dans le cerveau et s'il y a des différences anatomiques. Donc l'autre projet du coup qu'on lance, c'est donc maintenant on sait beaucoup de choses sur comment les visages sont encodés dans le cerveau. On commence à savoir comment les interactions sociales sont encodées dans le cerveau. Et donc maintenant, la grande question, c'est finalement comment est-ce qu'on encode l'ensemble du réseau social. Et donc, pour essayer de comprendre ça, on collabore avec un centre de primatologie dans lesquels en fait, on va faire d'abord des études éthologiques pour comprendre comment est constitué le réseau social. Donc ici, par exemple, vous voyez un réseau social d'une troupe de singes rhésus. Et donc, en fait, avec les éthologues et nous-mêmes, en fait, on va dans le parc et on va noter toutes les interactions sociales que les individus ont les uns avec les autres pour essayer de reconstituer finalement leur réseau affiliatif, c'est-à-dire qui est ami avec qui, etc. Et donc, avec ça, en fait, on a pu reconstituer leur réseau affiliatif et on a pu analyser différentes variables topologiques de ce réseau grâce par exemple à la théorie des graphes. Donc on va par exemple regarder les distances sociales entre les individus. Donc par exemple à partir de cet individu-là, on voit que les autres vont être de plus en plus loin socialement. On peut analyser la centralité, donc lesquels sont les plus centraux dans le réseau et lesquels sont un peu plus sur le pourtour du réseau. On peut également utiliser comme variable topologique la contrainte, donc c'est quels sont les animaux qui vont faire le lien entre des individus qui ne seraient pas connectés entre eux si cet individu-là n'était pas présent. Et on a aussi analysé d'autres types de réseaux entre ces individus, comme les réseaux de parenté et la hiérarchie entre ces individus. Et maintenant, ce qu'on veut faire, on classe tous ces individus maintenant de façon... on regarde à quel point ils sont similaires les uns par rapport aux autres pour toutes ces variables topologiques. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est regarder dans le cerveau la similarité des voxels, de tous les voxels en fait, du cerveau, à la vue de ces différents individus. Et avec ça, en fait, on va pouvoir retrouver comment ces différentes variables topologiques sont encodées dans quelle région du cerveau. En tout cas, c'est le but qu'on essaye d'atteindre.
Donc voilà, et avec ça, donc, je voulais vous remercier pour votre attention. Je voulais aussi remercier donc, toutes les personnes qui ont participé à ces projets. Donc, ce que je vous ai montré au début, c'était le travail que j'ai réalisé à l'université Rockefeller dans le labo de Winrich Freiwald, et donc notamment aussi avec des étudiants qui ont participé surtout à l'analyse de l'IRM chez l'homme. Donc ici, c'est sur la connectivité fonctionnelle et anatomique et ce qu'on est en train de faire à l'Institut du cerveau et aussi pour ce nouveau projet donc, sur comment est-ce qu'on encode le réseau social et nos collaborateurs. Et je suis contente de répondre à des questions si vous en avez. Donc voilà, merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Moi, je voulais savoir comment vous analysez la théorie de l'esprit chez les singes en comparaison par rapport aux vidéos qu'on a vues pour les humains, regarder un petit peu où vont les regards et tout ça. Oui, alors donc nous, on a seulement présenté des interactions sociales, donc on n'a pas fait de vrais tests de théorie de l'esprit, c'est pour ça qu'on proposait juste, parce qu'on a ces régions, que c'est peut-être des régions précurseurs, parce qu'elles sont localisées au même endroit avec ce profil spécifique. Mais il y a justement donc des chercheurs qui ont essayé de le faire. Donc en fait, ils ont fait des mêmes vidéos que celles qui sont présentées avec les humains, avec ces poupées qui bougent. Et donc cette fois-ci, c'était une personne qui s'était déguisée. Et c'est aussi ce qui a été fait pour les chimpanzés. C'est une personne qui s'était déguisée en chimpanzé et qui allait chercher un objet et le mettait dans un autre endroit. Et donc ce qu'ils regardaient à la fois avec les chimpanzés, avec les orang-outans, les bonobos et ensuite une autre équipe avec les singes rhésus. En fait, ce qu'ils regardent justement, c'est le regard des singes. Et en fait, ils regardent si lorsque l'individu revient, en fait, on regarde où est-ce que le singe qui regarde, qui fait la tâche, où est-ce qu'il va regarder, dans quelle boîte il va regarder. Et c'est ce regard, en fait, en fonction de là où il va regarder, qui va déterminer s'il pense que l'individu va chercher dans la boîte où il y a vraiment le morceau de chocolat, ou s'il va regarder dans la boîte où lui-même avait mis le morceau de chocolat. Donc, ouais, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que c'est implicite. C'est pas vraiment explicite parce qu'on leur pose pas la question. Et c'est aussi ce qui est utilisé chez les enfants très jeunes. Et voilà. Mais du coup, il y a un peu des débats sur est-ce que la théorie de l'esprit implicite est la même que la théorie de l'esprit explicite, et des débats là-dessus. Merci. Attends, est-ce qu'il y a une question devant? Ouais. Ah, pardon. Mm-hmm. Oui. Oui, en fait, c'est très important et c'est aussi une des justifications de notre travail justement avec les singes. C'est que, en fait, la cognition sociale, elle est vraiment impactée dans la plupart des maladies psychiatriques, notamment. Donc, c'est soit une conséquence, soit un préalable parfois à différentes maladies psychiatriques. Et on ne sait pas forcément... et on ne connaît pas forcément les corrélats neuronaux de ceci. Et donc, en fait, ça serait assez intéressant d'avoir un modèle animal de notre perception et de notre cognition sociale. Et pourquoi c'est intéressant d'avoir un modèle animal? Parce qu'en fait, avec un modèle animal, on peut aller plus loin dans l'exploration à la fois de ce que font les neurones dans ces régions-là, et aussi... on peut aussi inactiver, par exemple, ces régions de façon temporaire et voir la réaction soit du reste du réseau, soit du comportement. Et ça, du coup, ça a été fait par une des études ici chez les singes rhésus. Pardon, attendez, je vais vous montrer. Où justement, ils ont inactivé... voilà. Donc c'était cette étude ici très intéressante où justement, donc eux, ils ont fait cette tâche
dont je parlais juste à la personne avant, où il y avait un singe qui allait voir un autre singe, etc. Et donc où ils faisaient de la théorie de l'esprit, et donc implicite. Et en fait, ils ont inactivé de façon temporaire cette région ici du cortex médian préfrontal, qui est une région très similaire à celle que nous, on voit dans notre par IRM fonctionnel. Et ils ont pu voir justement que les singes arrêtaient de faire de la théorie de l'esprit implicite. Donc ça nous donne en fait aussi des indications sur ce que font ces régions-là et qu'est-ce qui se passe quand elles sont désactivées, quel serait l'impact sur le reste du cerveau, etc. Et ça, c'est une région qui est très intéressante. C'est aussi une région qui est utilisée, qui peut être justement stimulée ou inactivée chez l'homme pour la dépression. Donc il y a de plus en plus de gens qui explorent cette voie-là pour certaines dépressions qui sont pharmacorésistantes, où les gens n'arrivent pas à les soigner. C'est une des choses qui est proposée et ça marche extrêmement bien chez l'homme, mais on ne sait pas exactement sur quel mécanisme ça agit, et ça serait intéressant en fait d'avoir une meilleure compréhension pour peut-être trouver d'autres façons de traiter, par exemple la dépression, en ciblant plus précisément cette région-là. Voilà. Donc, aussi. Alors là, c'est le cortex médian préfrontal, qui est juste aussi à côté du cortex cingulaire antérieur. Ouais, je vous en prie.